Thomas pour un nouveau Breakfast News qu'on organise maintenant depuis quelques mois, puisque l'idée, c'est de se réunir autour de différentes thématiques qu'on choisit avec les membres du bureau ici présents pour toujours mieux vous inspirer, mieux vous éclairer et faire en sorte que vous puissiez aussi vous donner un point de rencontre et échanger par la suite, si vous voulez, sur certains sujets. Donc aujourd'hui, on a la chance avec Thomas de recevoir trois illustres personnes, deux illustres personnes qui viennent de chez TikTok. Donc nous avons Stéphane Matip, qui est Creative Agency Manager, et Florian Chavanel, qui est Head of Agency chez TikTok. Et nous avons une autre personne qui s'appelle Nicolas Abi et qui est directeur général en charge de la monétisation chez Énergie Globale, qui est la régie, et également, puisqu'il a deux fonctions, directeur général en charge de e-Énergie, qui est tout le pôle éditorial contenu du groupe Énergie. Alors, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. L'idée et le principe de cette petite session, c'est d'échanger ensemble, que ce soit interactif. Alors, il y a évidemment des presse qui vous permettent aussi d'illustrer un petit peu les propos. Néanmoins, il va y avoir en fait un échange qui va se passer, enfin je l'espère, entre Nicolas, Florian et Stéphane, parce que nous avons un petit peu préparé cette session. L'objectif est aussi, la thématique que nous allons aborder ce matin, c'est, vous allez voir et non des moindres, quel contenu pour engager les audiences en 2021. Donc c'est un vaste sujet et on a décidé de le démarrer avec donc TikTok, qui fait beaucoup parler évidemment d'eux en ce moment, et le groupe Énergie. Et je dis bien le groupe parce que ce n'est pas seulement la radio, c'est plusieurs médias et vous verrez pourquoi. Et on va démarrer tout de suite avec du coup Nicolas et Stéphane et Florian, puisqu'en fait ils vont vous partager une collaboration qui a été effectuée entre les deux groupes autour d'un asset assez fort de la musique, qui sont les Energy Music Awards. Nicolas, est-ce que tu veux du coup Complètement. la parole? Ouais. Et je pense que cette OP, donc elle date un tout petit peu parce qu'elle a quoi? Elle a un petit peu plus d'un an. Mais c'était pas hyper longtemps après le moment où Musical.ly est devenu TikTok. Donc c'était vraiment, je pense, la période où ça montait assez fortement en puissance. Et quelque part, c'était une OP qui permettait à tout le monde d'être gagnant. Donc évidemment, TikTok, parce qu'il bénéficiait de toute l'audience et la portée des Energy Music Awards, où le concept, c'était d'être présent sur les délocs des antennes avant la cérémonie et de permettre à des influenceurs TikTok d'être présents et de pouvoir créer des contenus autour de ces délocalisations avec évidemment les animateurs, mais les influenceurs. Donc ça, c'était la première partie. Nous, ça nous permettait de devenir déjà performants assez tôt. Et je pense qu'on a été du coup un des premiers médias radio à être présent sur TikTok et assez fortement. Mais après, c'est assez cohérent avec l'ADN de la marque Énergie. Et enfin, le troisième gagnant aussi, c'est nos animateurs qui, pour l'occasion, ont créé des comptes à l'époque TikTok, même si c'était plus petit, évidemment, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, ils avaient quand même, ils pensaient que c'était potentiellement un peu touchy, peut-être une cible un peu jeune. Enfin, ils avaient quelques freins qu'on a levés assez facilement. Et aujourd'hui, Koé, il n'y a quasiment pas une journée sans qu'il publie et crée des contenus sur TikTok. Donc, quelque part, c'est une OP qui a permis à tout le monde d'être gagnant. Donc, après, je ne connais pas exactement la vision de TikTok sur le sujet, mais nous, on était assez contents d'être précurseurs et on voit que ça paye aujourd'hui parce qu'on a un asset sur TikTok qui est assez puissant côté énergie. Est-ce que du coup, Stéphane ou Florian, peut-être, vous voulez partager par rapport à l'expérience de cet événement? Oui, bien sûr, on peut même y rebondir dessus par extension, parce que vous le savez, alors déjà, on est ravis, nous, avec Stéphane, de venir échanger avec vous. C'est vrai qu'on parle à des professionnels du contenu, donc c'est notre cœur de métier également. Par extension, la créativité qui est aujourd'hui essentielle pour garantir l'efficacité de campagnes médias.
Nous, il faut savoir que déjà, on est ravis de parler également avec Énergie, parce qu'en son temps, Énergie avait disrupté le marché de la radio, et notamment autour de cette promesse de la liberté d'expression. Et avant que Stéphane prenne la parole, parce que c'est le professionnel chez nous pour accompagner sur les stratégies de contenu et les stratégies créatives nos annonceurs et les agences créa, je pense qu'il est essentiel. Pardon ? Non, vas-y. Non, je disais, je pense qu'il est essentiel également de partager la big picture de TikTok et vous expliquer notre positionnement. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi un ovni créatif qui a été finalement lancé en 2018, Nicolas, tu le disais à juste titre, on est issu du rachat on a racheté Musical.ly qui avait un ADN très musique et danse. Pourquoi TikTok fait autant fantasmer et surtout pourquoi c'est une formidable opportunité pour les créateurs, la créativité, les annonceurs et comment, en tout cas on l'espère, à l'issue de cette session, vous comprendrez que pour vos stratégies de contenu, qu'elles soient en organique, paid ou en earned, TikTok est la plateforme, et je parle bien de plateforme de contenu, vous verrez pourquoi, parce qu'aujourd'hui on a un positionnement assez hybride entre le réseau social et la plateforme de contenu. Pourquoi elle est parfaite pour matcher, vous accompagner dans vos stratégies. On est parti d'un constat assez simple, mais terriblement vrai, je pense que vous le savez en tant que professionnel des médias, qu'il est de plus en plus compliqué de communiquer, d'engager des discussions positives entre des utilisateurs et les marques sur le digital et particulièrement sur les réseaux sociaux. Vous avez dû le voir en début d'année, il y a eu un sujet autour d'EDF qui avait une promesse assez sympa, je trouvais, qui était complètement cohérente par rapport à nos problématiques actuelles. La communication, c'était de mettre un pull plutôt que d'augmenter de 2 degrés son chauffage et du coup de réduire la facture énergétique. Gros bad buzz, il y a eu un autre sujet avec Bottega Veneta chez Kering, alors qu'une plateforme comme Instagram est essentielle dans sa communication, a décidé de retirer tous ses comptes. Donc on se rend compte aujourd'hui, ce constat est assez fort, communiquer entre des marques autour du contenu sur des plateformes sociales, c'est complexe. Est-ce que c'est lié à un climat anxiogène, à un manque de créativité des annonceurs, aux attentes également, je pense, des consommateurs qui est échangé. C'est un peu un triptyque qui fait qu'on doit repenser nos stratégies de contenu. Et le point qui est essentiel, avant de laisser parler Stéphane, on a monté, nous, une étude avec l'Institut YouGov. On croit beaucoup en la valeur du rationnel, justement, pour comprendre le rôle de TikTok, le rôle du contenu et dans quelle mesure les interactions sociales et le rôle d'une plateforme comme TikTok pour recréer du lien entre les utilisateurs était essentiel. Aujourd'hui, on se rend compte que les principaux challenges auxquels on doit faire face, le premier, ça va être une proposition de valeur qui va être très forte. TikTok, c'est un format très immersif et assez engageant avec une proposition forte autour d'un contenu vidéo assez court, full screen et audible. Et on en parlera, on est là avec Énergie, le rôle de la musique est assez prégnant chez TikTok. Le deuxième, c'est qu'on embrasse les codes et les fonctionnalités des réseaux sociaux, mais de plus en plus, en termes d'usage et de consommation, on va tendre vers une plateforme de contenu vidéo. Et pour vous donner un petit chiffre, je ne vais pas vous en partager beaucoup, aujourd'hui par jour, en France, TikTok est consommé environ 70 minutes par jour, ce qui fait qu'on est autant consommé, voire plus, que les principales plateformes de SVOD. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et le dernier point, et c'est ce qui explique également le succès, c'est que les utilisateurs ont trouvé une place sur TikTok. Alors, on parlait de Musical.ly, on en parlera après en termes de contenu. Aujourd'hui, on va avoir à peu près 40% d'exclusifs à Facebook. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que finalement, le premier confinement de mars dernier a permis de vulgariser, démocratiser les usages au sein de la plateforme et que finalement, d'un ADN très musiqué dense qui était celui de Musical.ly, aujourd'hui, on va voir vraiment une thématique autour de la créativité et du divertissement au sens large, et ce qui nous permet d'aller sur des territoires sur lesquels on n'est pas forcément identifié. On a par exemple été partenaire de la Semaine de la Culture en décembre dernier, où on a permis justement à des utilisateurs, et pas forcément les plus jeunes, pour vous donner un dernier chiffre, aujourd'hui 2/3 des 15 millions d'utilisateurs mensuels sur TikTok ont plus de 18 ans, donc sont majeurs, c'est un point qui est assez essentiel. L'autre fait qui nous plaît bien, c'est qu'aujourd'hui les marques médias arrivent massivement sur la plateforme, on est là pour créer de la valeur ensemble. Par exemple, on a fait un live avec le docteur Alain Fischer, qui est en charge de la stratégie vaccinale la semaine dernière, et justement, on s'est rendu compte qu'il y a eu un vrai pic de consommation, donc c'était thématique. Et le rôle des marques médias sur la plateforme est essentiel justement pour expliquer peut-être l'information de manière différente. Et le dernier point qui nous paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le triptyque sur lequel TikTok est essentiel et a trouvé sa place sur le positionnement social en France, c'est que finalement, on se rend compte que nos utilisateurs sont en recherche d'authenticité.
Je pense que c'est un point essentiel et vous vous en rendez compte. On sort d'une année 2020 qui est assez compliquée, anxiogène, autour d'une crise économique et sanitaire. Donc finalement, TikTok leur permet de leur offrir un territoire d'expression et on en parlera. Ça permet à des communautés, à des sous-communautés, à différentes tribus de communiquer de manière assez libre. L'autre point, j'en ai parlé rapidement, c'est la créativité et le divertissement. Aujourd'hui, on va chercher différents territoires de communication sur TikTok. Et le dernier point qui est essentiel, on parle de contenu, on va parler également de créativité, c'est également le rôle sociétal et l'engagement inhérent à la plateforme. En tout cas, on se rend compte que ces thématiques RSE sont essentielles aujourd'hui et TikTok va permettre à des annonceurs et à des utilisateurs de communiquer. On a énormément de partenariats avec des associations comme le Refuge pour permettre à des jeunes de s'assumer tels qu'ils sont. C'est un point qui est essentiel aujourd'hui. Ce triptyque autour de l'authenticité, la positivité, la créativité, le contenu et enfin l'engagement sont les raisons qui peuvent expliquer le succès de TikTok. Et du coup, je vais laisser Stéphane continuer, mais tout ça va être autour d'un prisme très fort qui va être le contenu et la créativité. Oui, c'est exactement ça. En fait, cette question d'authenticité et de créativité est très importante, que ce soit chez TikTok ou même sur le digital au global, pour la simple et bonne raison qu'une étude en fait montrait que 80% du succès d'une campagne était principalement dû à la créa. Donc, principalement dû du coup au contenu créatif qui était mis en place. C'est quand même important quand on y pense parce que 80%, c'est énorme. Là où on considère que le temps passé en général sur la mise en place d'une campagne va être plutôt mis sur l'orchestration média, sur la position d'un logo. Sur TikTok, ça se confirme encore plus, d'autant plus que maintenant, il y a un défi important qui est comment est-ce qu'on arrive à la fois à connecter avec une audience, à faire en sorte qu'elle se souvienne de votre message dans un contexte où on est sollicité par énormément de contenu. Nous, ce qu'on voit avec la génération Z, c'est qu'elle est justement aujourd'hui fatiguée de voir des pubs. Elle en a marre de voir des pubs, en tout cas, casser son expérience. Ce qu'on dit souvent, c'est en tout cas, si vous voulez vous incruster dans une soirée, ayez au moins la politesse de venir avec une bouteille de champagne. Donc, c'est exactement la même chose, ce qu'on demande maintenant aux publicitaires sur TikTok. Quand on dit « don't make ads, make TikTok », ce qu'on sous-entend par là, c'est que on est maintenant sur une plateforme où les codes de communication vont être différents. Florian, tout à l'heure, parlait d'authenticité. C'est justement en fait de proposer aux marques de se présenter sous un autre jour, de se présenter en fait en étant personnifié, soit par un employé, soit par une des valeurs à laquelle elles tiennent, et en fait de se montrer justement comme elles sont, d'interagir avec les gens, et c'est justement ça ce qu'on voit sur la plateforme, et c'est ce qu'on voit aussi énormément fonctionner. C'est cette notion de conversation, comme le Washington Post le fait, et aussi comme Le Monde est en train de le faire actuellement, où il simplifie l'actualité, une actualité parfois difficile à comprendre, difficile à décrypter. Avec leurs journalistes, ils prennent le temps du coup de faire des vidéos pour expliquer avec vraiment cette notion hyper didactique. Donc ce sont ces changements-là qu'on voit en tout cas sur TikTok, ces évolutions, et on les voit évidemment à travers ce que disait Florian, le son, et à travers ces sous-culture entre guillemets, parce que c'est pas péjoratif de parler de sous-culture, mais en tout cas, c'est ces communautés qui sont en train de se constituer, qui font avancer les marques, qui permettent aussi aux marques de mieux comprendre un public qu'ils pensaient ne pas comprendre parce que peut-être il y avait un écart de générationnel, alors qu'en fait, finalement, c'était juste une question de code. Et en tout cas, TikTok a permis cela. Vous voulez qu'on aille directement par le son ou vous avez des questions en même temps et comme ça, je préfère plutôt que ce soit une conversation plutôt que de vous présenter des slides. C'est comme vous voulez. Oui, tu as raison, Stéphane. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas. Il faut aussi que ce soit, bien sûr, un échange. Moi, j'ai une question sur les contenus, que ce soit des contenus de news ou d'autres contenus de marque. Est-ce qu'il y a une nécessité d'adapter les contenus à la plateforme ou est-ce que parfois des contenus qui ont une durée adaptés à TikTok peuvent être réutilisés tels quels et fonctionnent tels quels sur la plateforme? Une bonne question. En allant chercher le bassin d'audience qui est présent. Alors, c'est une bonne question. Et les trois premiers challenges qu'on doit adresser sur TikTok, ça va être la verticalité, sujet qui a été craqué par nos concurrents. Ça va être l'audibilité et le rôle de la musique qui va être prégnant. Et le dernier, ça va être la tonalité. On se rend compte qu'aujourd'hui, et comme le disait à juste titre Stéphane, il y a un vrai sujet de creative fatigue.
J'avais vu un petit chiffre la semaine dernière, je ne sais plus si c'était Strat ou CB News, qui disait que le digital était 2 fois moins efficace que les médias classiques parce que la trace mémorielle laissée par un annonceur y était plus faible. En fait, on se rend compte que quand on va adapter une communication sur le digital avec les bons codes, elle va être tout aussi efficace que d'autres médias. Néanmoins, là-dessus, là où je vous accompagne, c'est qu'en termes de mindset, on doit accompagner les agences créatives à penser différemment parce que TikTok est un ovni créatif et dupliquer une communication d'un Instagram qui va être sur un ton très lisse, sur un TikTok qui va être beaucoup plus brut et authentique ne va pas fonctionner. On s'en rend compte, là, le succès de TikTok en numéro 1, ça va être déjà son algorithme. On va avoir une approche autour du contenu. On a un content graph qui fait que la première vidéo peut être la bonne et parfois des contenus qui peuvent être assimilés comme très bruts, très authentiques, vont buzzer et générer X millions de vues sur la plateforme. Je pense que vous l'avez vu et on vous le présentera juste après. Il y a un exemple avec un utilisateur qui s'appelle Dogface. C'est un monsieur, c'est un Américain qui travaille dans une usine de l'Arkansas de pommes de terre, qui est tombé en panne avec son pick-up. Il a mis une petite musique de Fleetwood Mac des années 70. Et en fait, cette vidéo, elle est vraiment assez iconique de ce qu'est la plateforme. Première vidéo pour lui, il a généré plus de 250 millions de vues, si je ne dis pas de bêtises. Rémanence au niveau États-Unis et surtout français et européen, parce qu'il buvait une petite bouteille d'Ocean Spray. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un vrai pic de vente également en France. Finalement, c'est une petite Madeleine de Proust. Elle n'a rien d'extraordinaire. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui se filme avec son longboard le long de l'autoroute. Mais c'est la tonalité TikTok et je pense que c'est énormément lié au contexte également anxiogène que l'on traverse actuellement. Les gens ont besoin de petites bulles positives. Et donc, pour répondre à votre question, quand on a pensé son patrimoine de marque sur un Instagram, notre challenge, c'est justement d'expliquer et d'accompagner que finalement, aujourd'hui, les consommateurs, les utilisateurs sont peut-être en attente de communication avec une tonalité un peu plus vraie. Stéphane le dit à juste titre, aujourd'hui, quand on va discuter avec des groupes comme Carrefour, Auchan ou autres, on se rend compte que du testimonial de certains employés va très bien fonctionner. Ça nécessite également des vidéos qui vont être un peu plus courtes. Ça, je ne vous apprends rien sur le digital. Le bêta de mémorisation est un peu plus court. Mais néanmoins, en effet, pour répondre à votre question, penser TikTok, ça nécessite d'adapter et de dédier des communications, enfin de penser des communications qui vont être dédiées à la plateforme et à ses codes. Merci. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas qu'un réseau social, la plupart du temps, chaque asset social a quelque part ses bonnes pratiques. Et évidemment, nous, on le voit quand on édite des contenus, on les retravaille différemment. Et au-delà même de les retravailler différemment, on sait que certains n'iront pas sur telle plateforme, mais plutôt sur telle autre. Et c'est tout ce job-là, en fait, qui permet justement de faire en sorte que un contenu soit le plus performant possible systématiquement. Et après, en termes de durée, Florian, tu as une idée de une moyenne qui permet d'être vraiment performant? 15 secondes. C'est 15 secondes? Ok. Ouais. Pourquoi en fait? Parce que le contenu, vous pouvez aller jusqu'à 60 secondes. Mais on se rend compte en général qu'au bout de 15-20 secondes maximum, l'utilisateur va s'en aller. Ceci étant dit, la façon de se poser cette question-là, et comme disait Florian, étant donné qu'on est plutôt sur du content graph, c'est pas tant combien de temps ça va durer, c'est est-ce que je vais réussir à être assez intéressant jusqu'au bout. On voit des marques en fait qui, par un principe de storytelling et un principe narratif, vont finalement vous emmener jusqu'aux 60 secondes parce qu'ils vont, par exemple, vous raconter plusieurs étapes en vous disant, par exemple, ma routine beauté, ça va être ça. Dans la première étape, je fais ça. Dans la deuxième, je fais ça. Dans la troisième, je fais ça. Donc, avec ce principe de narration, on va forcément rester un peu plus longtemps parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout si on est vraiment intéressé par le thème. Mais sinon, Finalement, Stéphane, c'est un peu comme l'écriture de séries, c'est-à-dire que les premières minutes, finalement, sont déterminantes pour la suite de la lecture de la série. Donc, c'est un peu idem finalement sur le social. C'est exactement ça. À la différence des podcasts, je fais le parallèle volontairement, Nicolas, parce que c'est vrai que du coup, sur les podcasts qui se développent évidemment beaucoup en ce moment, et notamment sur l'univers plus des médias traditionnels, radio, etc. En revanche, là, c'est pas 15 secondes. Non, on est sur des durées qui sont évidemment beaucoup plus longues. Ça peut être allez, on va dire que les plus courts sont aux alentours de 10 minutes quand il y a certains podcasts qui font 1h30. Donc, pour le coup, c'est très variable. Et après, pour arriver à faire grossir, alors là, tu n'as pas un impact immédiat
parce que la différence entre un contenu podcast et un contenu qui va être publié sur TikTok, c'est que pour arriver à remonter au sein des agrégateurs et au sein des plateformes, c'est beaucoup plus compliqué pour un podcast que pour un contenu d'un influenceur où là, pour le coup, il y a un algorithme chez TikTok qui, à partir du moment où c'est performant, va le faire remonter tout de suite. C'est un peu plus compliqué pour un podcast, mais c'est pour ça aussi qu'on crée du lien entre podcast et influence. Tu veux que j'attaque tout de suite sur le sujet ou j'y reviens un peu plus tard? Non, moi, je pose plus les questions. Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup d'agences qui proposent justement travailler avec des influenceurs TikTok pour pouvoir créer des communications adaptées, performantes. Quelle est la capacité après de les internationaliser? C'est-à-dire de pouvoir les dupliquer avec un influenceur français et que ça fonctionne aussi en Allemagne, en Angleterre et ainsi de suite. D'utiliser le même ou d'utiliser, on va dire, un autre influenceur avec… le même concept et idéalement le même influenceur, parce qu'autrement, ça veut dire qu'il faut reproduire dans chaque pays, donc ça multiplie les coûts de production. Enfin voilà, quelle est la capacité, en tout cas, d'optimiser sa campagne pour réutiliser le contenu et sur une thématique qui soit utilisable en Allemagne? Sur TikTok, en fait, effectivement, la façon dont on collabore avec les créateurs, c'est on a plusieurs façons. Par exemple, dans le cadre d'un challenge, on va demander à des créateurs donc, de promouvoir le challenge et donc d'en parler autour d'eux. Imaginons, on a un challenge qui couvre plusieurs pays. Ce qui est recommandé, c'est plutôt de choisir des créateurs locaux pour qu'évidemment, il y ait une résonance et que chacun parle à sa communauté dans le pays en question pour qu'elle puisse du coup participer. Maintenant, ou alors, il y a aussi une autre façon, c'est ce qu'on va appeler les boosted TikToks. Là, on va demander à un créateur, pareil, de faire une vidéo pour promouvoir un produit ou une marque. Et la marque va ensuite investir en médias pour promouvoir ce contenu. La difficulté maintenant, c'est quand on veut scaler, on va dire, une approche dans un pays sur une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière qui est une barrière culturelle. Je ne pense pas en fait qu'en France, par exemple, le fait de prendre son skateboard et de mettre un Eddie Mitchell, si on veut vraiment faire une bonne copie, un fond de Eddie Mitchell sur la route de Memphis et en buvant par exemple du Sunny Delight, et si ça avait fait la même chose que Duckface aux États-Unis avec Fleetwood Mac, Ocean Spray. C'est la difficulté, elle est là en fait, c'est que c'est très difficile de prévoir aussi parfois si une copie qu'on a vue dans un pays va marcher dans un autre. Là actuellement, il y a une trend qui est de poser des questions aux utilisateurs. C'est en train de bien se propager actuellement en France. Aux États-Unis, ça avait fait un gros boom. Au UK, ça avait fait un boom. Là, en France, on voit qu'il y a des adaptations et que ça commence plus ou moins à marcher parce qu'on est sur quelque chose de simple. Mais dès qu'on touche à un élément culturel, ça devient plus difficile à exporter. Mais pour compléter le point de Stéphane, je suis totalement raccord avec toi. Les disparités culturelles font qu'il est compliqué de dupliquer un format qui fonctionne sur un marché A à un marché B. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et l'autre point qui est essentiel, c'est clairement le rôle du contenu. Vous parliez de durée de vidéo ou autre. On se rend compte, et par exemple, pour faire une digression, que les MOOC aujourd'hui ont un positionnement à part sur le marché de la presse, alors que ce sont des formats longs. Aujourd'hui, oui, nous, d'un point de vue paid, on va encourager à avoir des vidéos très catchy, très engageantes et assez courte. Néanmoins, le contenu, la créativité vont être essentiels et certaines verticales ou certains annonceurs l'ont bien compris. Je vous invite par exemple à aller voir les pages de l'ESF qui s'est lancé récemment sur TikTok, l'école du ski français. Et c'est juste incroyable ce qu'ils sont en capacité de faire parce qu'ils ont des contenus juste magnifiques, assez longs. Et ils arrivent à générer énormément d'engagement. Un Gucci également qui est arrivé avec des codes, qui est une approche du luxe plutôt disruptive. On les connaît et ils le font très bien. Ils sont arrivés avec des mamies et ils ont créé un hashtag en organique qui a hyper bien fonctionné, qui s'appelait accidental hashtag ou accidental challenge, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, le prisme vraiment chez TikTok, ça va vraiment être la créativité pour engager les audiences au-delà de nos solutions algorithmiques. Ok. Exactement. Stéphane, tu veux continuer? Oui, bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Quand on parle aussi de son, justement, TikTok est une plateforme où le son est très important. Et donc, le son, ça peut être donc, une musique de fond, ça peut être aussi une phrase iconique, ça peut être aussi le simple fait de répéter votre marque ou un slogan, par exemple. Donc, on voit aussi ces façons-là d'utiliser le son parce qu'il va être repris par les utilisateurs et ils peuvent s'en servir. Point important, il y a 2 règles à savoir pour le son, notamment pour les marques. La première, c'est on a une librairie de sons libres de droit que vous pouvez utiliser. Donc, elle comprend entre 5 000 et 10 000 sons et chansons.
Donc ça, les marques peuvent y accéder, peuvent complètement l'utiliser, publier des contenus avec, et les utilisateurs aussi. Et ensuite, maintenant, si vous voulez utiliser une musique spécifique, particulière, le dernier The Weeknd qu'on a vu au Super Bowl avant-hier, ou une autre chanson, là, il vous faut par contre l'autorisation de l'ayant droit. Donc, il faut juste avoir en tout cas ces deux notions-là en tête. Mais en tout cas, sur la plateforme, quand on parle de son, notamment pour les utilisateurs, on voit en fait plusieurs cas. On voit des artistes en fait qui se sont fait connaître sur la plateforme. Je vais vous jouer le premier là à gauche, et d'ailleurs, dites-moi si vous avez le son. Mais lui, par exemple, il y a une histoire incroyable avec TikTok et Spotify. Donc voilà, donc on voit 19 millions de streams sur Spotify après 4 mois. Celle du milieu, elle a fait l'inverse. Elle a eu au moins 19 millions de streams, mais pas en 4 mois, mais en 24 heures. Et puis, évidemment, la dernière, je vais plus vous donner plus de temps à l'échange plutôt que de vous montrer cette vidéo, mais c'est en fait OMC 1997, la chanson How Bizarre, qui est revenue aussi sur TikTok grâce à une certaine vidéo. Et justement, ce qu'elle mettait en scène, c'était le fait que les ayants droit de ces artistes vont recevoir des royalties, du coup, grâce à TikTok. Donc ça, Fleetwood Mac, It's Tricky, d'autres chansons comme ça qui datent maintenant, reviennent aussi sur la plateforme, soit via des créations, soit via des challenges, mais on voit aussi de nouveaux artistes exploser justement sur TikTok, à quel point, cela montre justement à quel point le son est très important et prégnant, en tout cas sur la plateforme. Ça, mais tu as aussi, nous on le voit, tu as des artistes, typiquement Angel, qui réinterprètent une chanson, je pense que c'était la semaine dernière. Et du coup, nous, on a typiquement les directeurs d'antenne qui republient derrière le contenu sur leurs assets. Et potentiellement, demain, elle en fera un vrai tube qui passera sur nos antennes. Donc, la création de contenu peut partir aussi de TikTok et atterrir en radio, ce qui est assez amusant. Ouais, ça va dans les deux sens et Dieu sait que le groupe Énergie est essentiel pour accompagner la créativité musicale en France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je te rejoins tout à fait. Les deux canaux pour lancer un artiste aujourd'hui, ça va être vous en tant que leader sur la musique et nous parce qu'on va être en capacité justement d'accompagner, de faire découvrir des jeunes artistes et de lancer des tendances. Alors, on apprécie ou pas, mais je pense que l'un des gros succès de l'année qui est Weshden est lié également. On a reçu à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est un fait d'armes à mettre en avant. Néanmoins, c'est vrai qu'on est en capacité dans sa globalité à soutenir l'industrie musicale et on reverse des dizaines de milliers d'euros chaque année à la SACEM. Donc, on participe en tout cas à créer de la valeur et à soutenir la culture française et internationale. Ouais, complètement. Okay. Il y a des artistes qui commencent même à créer des musiques pour convenir à TikTok, du coup. Oui, c'est vrai, ça aussi, on en voit beaucoup. Type Drake. Je pense à Dua Lipa, exactement, l'autre qui crée des musiques Mais c'est vrai que ce qu'on voit même avec la notion du clip, c'est qu'ils essaient aussi même dans certains de leurs clips de créer des chorégraphies pour que ce soit repris justement sur TikTok. Alors Jason Derulo a réussi, donc il y en a beaucoup d'autres qui essaient. Mais c'est vrai que, comme disaient Florian et Nicolas, ça va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a parfois une musique qu'on entend à la radio, on la porte sur TikTok ou on l'entend aussi autre part. Je pense à celle du journaliste David Castello-Lopez, Je possède des thunes. Donc là, il avait fait une musique qui était dans une pastille sur une émission qu'il faisait sur la radio Télé Suisse. Et en gros, c'était Je possède des thunes et je suis à l'aise financièrement. Donc ça a été repris ça par les utilisateurs, décontextualisé lorsqu'ils trouvaient 10 € dans leur poche avant d'aller la mettre dans la machine à laver. On voit vraiment en tout cas l'importance du son et aussi l'aspect un peu de cercle vertueux où ça contribue finalement à faire connaître des artistes et on voit de tout sur la plateforme. Vraiment. Et ça, c'est là où tu vois qu'il y a eu une vraie évolution parce que typiquement, YouTube, il y a 10 ans ou d'autres réseaux sociaux à l'époque faisaient strictement émerger de nouveaux talents et les artistes qui fonctionnaient déjà avaient beaucoup de mal à s'adapter au code. Là, on voit que quelque part, pour la première fois, on a des artistes qui s'adaptent très vite, mais après, c'est sans doute une nouvelle génération d'artistes qui ont grandi avec le digital et qui donc savent beaucoup plus facilement s'adapter à tous ces nouveaux codes. Non, c'est vrai.
On remarque qu'on a un Mike Fleetwood qui a, après le succès justement de Dreams sur la plateforme, qui s'est créé un compte. Et donc maintenant qui est sur TikTok, donc il publie, alors il publie pas énormément, mais il a une vidéo où effectivement il dit merci à celui qui a relancé Fleetwood Mac. Et maintenant, il publie plus des photos de ses moments perso avec son chien, un peu comme justement Angèle qui publie aussi des moments très perso ou des anecdotes qu'elle peut avoir avec des fans de temps en temps. Mais c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est l'authenticité. Je pense que sur d'autres plateformes, les artistes vont publier la meilleure partie de leur journée. Donc, le moment où ils utilisent le meilleur filtre Lofi, où tout va bien. Et là, en fait, sur TikTok, c'est par exemple autant d'artistes, aussi artistes, aussi célèbres soient-ils, mais ils sont confinés comme nous. Donc, après 18 heures, ils ont la même vie que nous. Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup plus de proximité et beaucoup plus de réalisme et de naturel, quoi. Donc, sur Instagram, ils vont poster un souvenir de vacances à Bali. Sur TikTok, ils sont dans leur salon en pyjama et ils vous disent, je suis comme vous, j'ai oublié de faire mes courses, qu'est-ce que je vais manger ce soir, quoi. C'est intéressant à voir. Et est-ce que justement, avec le confinement, vous voyez une audience justement de ces artistes qui viennent plus sur TikTok, qui s'expriment plus qu'avant, ou c'était déjà le cas avant le Covid et tout ça? C'est une tendance de fond qui… Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Stéphane. Non, vas-y. On a fait x3,5 en termes de reach en France l'année dernière, et j'aime pas cette expression, mais on a bénéficié du confinement qui a permis de démocratiser, vulgariser les usages au sein des foyers. L'autre bénéfice aussi, c'est qu'on se rend compte que il y a un an, on avait 20% des utilisateurs sur la plateforme qui étaient des utilisateurs actifs. Aujourd'hui, on a à peu près 50 à 55% des utilisateurs qui créent du contenu pour TikTok, et ça participe à un cercle vertueux, ce qui fait qu'on a des contenus de plus en plus pertinents et qualitatifs. Et au-delà de ça, on se rend compte que finalement, l'arrivée également des marques médias a participé justement à créer et à nourrir ce cercle vertueux. Et le dernier point, c'est qu'en effet, aujourd'hui, pour l'industrie du divertissement et de la culture au sens large, TikTok apparaît comme un canal essentiel. Pour vous donner, par exemple, 2-3 informations off qui sont intéressantes, on a des dispositifs avec Amazon, par exemple, pour lancer une première série 100% TikTok. Et c'est là-dessus où on arrive à linker des stratégies organiques et des stratégies de paid. On a ce format que vous connaissez, qui est le hashtag challenge, qui est un format iconique et unique à la plateforme, justement pour engager et challenger les audiences. On a demandé aux TikTokers de faire un casting, du coup, via ce hashtag pour devenir les futurs acteurs de la série. Et au courant 2021, va être tourné 12 épisodes, donc de 1 minute, parce que la proposition de valeur de TikTok, c'est un format d'1 minute maximum. Justement, avec Amazon Prime, cette série 100% TikTok avec des acteurs qui sont 100% des TikTokers et qui auront été recrutés via un challenge sur la plateforme. Ok, intéressant. Et typiquement, là, on comprend facilement comment tu crées du contenu pour Amazon, parce que quelque part, vraiment, tu produis du contenu. Mais typiquement, d'autres typologies de marques, tu les engages comment sur un TikTok? Parce que quand tu as 15 secondes, des contenus d'influenceurs, souvent les marques ont du mal à se voir assez quand ils font créer du contenu sur des plateformes par des influenceurs. En 15 secondes, c'est assez rapide pour aller porter un message. Ce que les marques font en général, et c'est bien parce que ça va mener vers la transition suivante, elles arrivent à créer du contenu, par exemple, en mettant du off. Je pense à Dior, parce que Dior le fait très, très bien quand ils ont des pubs, par exemple, très iconiques autour de la joaillerie, autour d'un nouveau parfum. Sur TikTok, elles vont, par exemple, mettre tout ce qui est behind the scene, et ça donne aussi une autre tonalité. Tu vois Cara Delevingne qui essaie de prononcer le mot joaillerie et qui n'y arrive pas. Ça répond justement à cette notion d'authenticité. Mais ce que les marques font aussi, c'est qu'elles s'intéressent justement à cette subculture qui a des codes vraiment particuliers, qui a vraiment une espèce de communication qui est vraiment intrinsèque à TikTok. Et ça leur permet de faire des collaborations avec des membres de cette subculture, d'avoir justement un peu plus de réalisme, d'authenticité et aussi de légitimité sur ce qu'elles vont apporter. Et finalement, quand elles font ça, elles peuvent se permettre de communiquer plus que 15 secondes parce que elles vont en fait utiliser des codes qu'on va comprendre et des codes finalement qui ne vont pas être si opposés que ça à leurs propres valeurs et même à leurs propres principes. Donc on va être beaucoup plus intéressé parce que ça va pas être une communication froide et décalée. Ok, mais ça, c'est quand ils s'en servent comme d'un véritable média. Ouais. Mais quand tu intègres un influenceur, parce qu'on sait qu'en gros, sur une plateforme comme Instagram,
ce qui fonctionne quand même pas mal au-delà de la pub classique, c'est justement des intégrations dans du contenu d'influenceurs. Là, en gros, vous avez des best cases d'influenceurs qui intègrent du contenu, qui intègrent une marque dans son contenu et qui performent. Oui, on a eu des cas. On a eu des cas, par exemple, aux États-Unis avec un créateur qui s'appelle Steezy Kane, par exemple, qui a fait une collab avec Converse. Et justement, là aussi, la façon de faire, c'est Converse lui envoie des chaussures et du coup, va lui demander de créer une campagne ou de créer un contenu avec. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer en fait tout un film où il va raconter son histoire avec comment est-ce qu'il a reçu la chaussure ne convient pas, comment est-ce qu'il va réussir finalement à créer une publicité malgré l'impossibilité de pouvoir essayer cette chaussure et montrer la publicité et dire aux gens, bon ben voilà, j'ai créé une pub pour Converse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Converse va reprendre juste la partie de la pub qu'il a créée et la diffuser sur la plateforme. Donc là, il y aura deux méthodes de communication, celle du créateur qui va nous raconter son histoire et comment est-ce qu'il a créé une pub pour Converse en montrant la pub, et celle de Converse qui va montrer la pub. Donc ça aura du sens en fait de voir les deux exister sur la plateforme. Ça, c'est une des façons. Et après, il y a aussi la façon classique, pour revenir à Dior, qu'il a fait avec Léna Situation et Cédric Grolet, où là, par exemple, ce qu'on va mettre en place, ce sont des expertises. Elle a une expertise fashion. Lui, il a une expertise, on va dire, de high-end, vraiment de précision et de savoir-faire. Et justement, on va mélanger les deux. Quand on va lancer un sac qui s'appelle le Saint-Honoré, c'est normal de faire appel à un pâtissier aussi prestigieux que Cédric Grolet et à Léna Situation qui a aussi cette légitimité et cette force sur les sujets fashion. Donc, ils vont faire ensemble 3-4 contenus pour parler du sac à main, pour parler de l'expertise et du rôle de chacun sous une forme d'interview, par exemple. Ça fonctionne quand même. Pardon. Vas-y. Non, c'était sur parce que j'aime bien ces différentes intégrations parce qu'effectivement, il y a souvent ce qu'on voit avec les marques, c'est qu'elles font du Instagram sur TikTok, finalement. Et du coup, ça vient effectivement des pubs ou où elles ont tout leur univers, leur ADN et tout ça, ou alors c'est du placement de produits. Mais finalement, dans les codes, ça adopte pas du tout les codes TikTok. Et c'est vrai que sous forme, est-ce que ça fonctionne quand même, ce type d'intégration où là, toute la stratégie finalement est super cohérente, mais à la fin, le résultat, le contenu fait soit 15 secondes, max 1 minute, sous forme d'interview, qui est un peu peut-être... j'ai envie de dire grossièrement plus Instagram que TikTok et finalement moins dans les codes de TikTok. Donc, voir comment, en fait, dans la typologie de création de contenu, comment on fait pour que ça doit s'adapter davantage à TikTok pour que ça matche, en fait. Je pense que pour bien s'adapter à TikTok, c'est justement ça, c'est de comprendre, on va dire, cette code et cette communication. Pourquoi ça marcherait mieux sur TikTok, par exemple, ce type d'interview que sur Instagram? Déjà parce qu'on est sur une plateforme où on est là pour regarder du contenu. Sur Instagram, moi étant photographe, j'y vais pour regarder d'autres photographes. Je vais pour regarder des photos. Quand j'ai une vidéo très très longue, parfois j'y passe pas trop de temps parce que mon usage en tout cas ne va pas être celui-là. En revanche, sur TikTok, quand j'y viens, c'est pour regarder des vidéos. Maintenant, l'objectif de l'annonceur ou de celui qui va me présenter sa vidéo, ça va être de maintenir mon attention, de faire en sorte que je reste devant. Et donc, mélanger par exemple ces styles-là, pâtisserie et fashion, déjà c'est un croisement qui est intéressant, mais on est maintenant sur un format où tout est vraiment très visuel et j'ai envie de dire visuel aussi autour de la vidéo, pas plus qu'autour de la photo. Donc, quand on voit Cédric Grolet faire un gâteau, on va rester devant parce que ça donne envie et c'est intéressant. Et du coup, on arrive à parler finalement du sac à main et des autres contenus qui vont autour. Après, TikTok, il y a aussi une façon de filmer qui est vraiment particulière. Je pense que vous avez déjà vu ça, des gens qui sont dans la rue et qui se filment comme ça en faisant leur caméra hyper vite, des mouvements comme ça pour faire des transitions et des jump cuts. Ça marche et finalement ça marche très bien sur cette plateforme parce que c'est un des codes de la plateforme et qu'on reconnaît justement cette notion-là. Et enfin, tout cela repose toujours sur le même mot qu'on dit depuis tout à l'heure qui est l'authenticité. Je n'ai pas envie de voir une marque uniquement sous son meilleur jour, qui me présente uniquement les moments où les mannequins sont bien posés, où les photos sont bien prises. Vous savez, comme la scène dans 99 francs où les tâches sont parfaites et où tout le monde est bien doublé. Ce qu'on a envie de voir, et c'est justement les marques le comprennent sur TikTok, c'est aussi ces moments qu'on ne voit pas, ces moments peut-être qu'on ne soupçonne pas. Comment est-ce qu'on fabrique un objet? Comment est-ce qu'on fabrique une basket? Là, on l'a fait avec Super U, par exemple. Il arrive quoi aux masques une fois qu'on les a mis dans une poubelle faite pour
Super U a fait une campagne pour inciter les gens à mettre des masques dans une poubelle spécifique pour ne pas les jeter n'importe où pour qu'ils puissent les recycler. Il y a l'après, il se passe quoi en fait avec ces masques? Donc du coup, ils ont fait une autre vidéo pour montrer ce qui se passe après. Et là, ça devient intéressant parce que la communication, elle n'est pas juste venez chez Super U, on a une réduction moins 30% sur tel rayon. Voici notre impact sur la société, voici ce qu'on fait des masques, voici ce qui se passe réellement derrière. Justement, quand tu parles d'impact sur la société, concrètement, alors on voit bien toutes les vidéos, les consommateurs, etc., qui sont très, j'ai envie de dire, à l'écoute de ce genre de messages et de création de contenu. Mais concrètement, TikTok, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous faites sur tout ce qui est engagement, justement, solidaire, green, etc.? On a lancé une plateforme qui s'appelle TikTok for Goods, qui est en fait une plateforme sur laquelle n'importe qui peut aller. Vous allez voir, en fait, ce sont alors soit les challenges qu'on a lancés, soit les engagements que nous avons pris, par exemple, sur l'engagement sur le climat, pour inciter, par exemple, les utilisateurs à être beaucoup plus responsables sur leur utilisation des produits plastiques, tout ce qui va, par exemple, aussi être en lien avec, alors ça ne va pas au niveau de la planète, mais ça va justement dans cette notion de TikTok for Good sur, par exemple, la communauté LGBTQ, ça peut aussi être notamment sur tout ce qui est mental health. Donc tout cela, en fait, on essaie d'y participer justement via nos créateurs, via nos initiatives aussi, pour sensibiliser les gens en fait sur ces moments-là. Je pense à Octobre Rose aussi, par exemple en France, sur lequel on a participé avec des associations pour pouvoir promouvoir leur message et aussi montrer justement que leur message et le nôtre vont en fait de pair et comment est-ce que nos utilisateurs y participent et comment est-ce que nos créateurs en tout cas y participent. Donc ce sont des initiatives qu'on prend comme celle-là, comme celle de la culture aussi dont Florian parlait au début, où on essaie en fait d'avoir notre impact, aussi humble soit-il, sur la société, sur des mouvements de société, parce que c'est important justement. Ok. Et justement, parce que je posais la question à TikTok, donc pour être totalement le plus juste possible, le groupe Énergie, est-ce que justement sur ces engagements-là solidaires, en termes éditorial, est-ce qu'il y a des actions aussi que vous menez de façon peut-être digitale ou sociale? On y travaille. Après, ce qui est bien dans un groupe, c'est quand tout le monde se met d'accord. Du coup, on prend un peu le temps de la réflexion pour pouvoir engager et les antennes radio et les antennes télé et la partie digitale. Mais typiquement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui autour des étudiants, on essaye de bosser sur des logiques communes. Mais tu vois, quand on disait que quelque part, TikTok, ça peut être le média de tout ce qu'on ne voit pas quelque part au premier abord. Typiquement, demain, si on prend en stage plein d'étudiants, plein de contrats pro pour montrer qu'on est engagé sur le sujet. Typiquement, on pourrait se servir de TikTok pour montrer la vie de l'étudiant une fois qu'il est chez nous et de montrer que même en télétravail, il peut avoir un impact et qu'on est en train de construire l'avenir avec eux. Donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait imaginer par la suite. Ok. Mais le point essentiel, je pense qu'il ne faut pas que ça soit une position opportuniste, ces thématiques RSE. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte et je pense que c'est la position d'un groupe comme le groupe Énergie qui a toujours accompagné la jeunesse. Aujourd'hui, le rôle de TikTok, c'est également de permettre aux plus jeunes et aux moins jeunes de s'exprimer de manière librement et de trouver un territoire d'expression très fort. On l'a vu notamment avec des trends sociétaux aux États-Unis, un Black Lives Matter que l'on a soutenu, qui était un mouvement qui est quasiment né sur la plateforme, qui a été soutenu majoritairement sur la plateforme. Pendant le premier confinement, et également le rôle d'accompagnement, de soutien qu'on a prodigué à l'OMS, au ministère également de la Santé, en offrant de l'espace gracieux, bien entendu, mais surtout en permettant et en étant un canal de communication pour évangéliser sur les gestes barrières et le risque que représentait la Covid-19. Et le dernier point qui est essentiel, Stéphane me disait à juste titre, c'est aujourd'hui ce fonds de soutien à la culture et aux créateurs. Et à mon sens, c'est juste incroyable de se dire que, par exemple, au mois de décembre, et surtout, ça a fonctionné. Donc, quand on va traiter de manière éditoriale avec la bonne tonalité TikTok et de parler de sujets de culture, qu'on est en capacité de proposer à nos utilisateurs, jeunes ou moins jeunes, de visiter en exclusivité le Palais de Chaillot, le musée Galliera, le château de Versailles pendant une journée avec un conférencier. Finalement, ces territoires autour de la culture, de la créativité sur lesquels on n'était peut-être pas estimé comme légitimes vont fonctionner. Et ça, les marques l'ont bien compris aujourd'hui puisqu'on arrive à communiquer avec certaines verticales sur lesquelles on avait un peu plus de mal à communiquer il y a quelques semaines, quelques mois.
l'industrie du retail, de l'auto ou autres, viennent en n'étant pas opportunistes, en comprenant les codes de la plateforme. Notre rôle avec Stéphane et les équipes, c'est de les accompagner justement pour bien communiquer dessus. Et aujourd'hui, comme le disait Stéphane, quand certaines marques de boissons vont communiquer sur leur nouvelle bouteille 100% recyclable, quand un groupe comme Orange va communiquer sur l'obsolescence et le recyclage de ses terminaux, c'est des choses qui vont très bien fonctionner sur la plateforme parce qu'on se rend compte que alors on les appelle les Zillennials chez nous, donc contraction de la Gen Z et des Millennials, les 15-34, sont une génération très résiliente qui aujourd'hui veut absolument que les marques leur communiquent de façon authentique, sincère, avec leurs qualités et leurs défauts. Et ce sont leurs attentes. Et en tout cas, c'est le gros levier et le point d'accélération en 2021 pour TikTok et ses annonces. Vas-y, Steph. Ouais, je vais vous parler très rapidement du coup de ce qu'on entend par la subculture. La subculture, comme je disais, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a la culture mainstream, donc que tout le monde connaît, les fans de musique, les fans de jeux vidéo, co. Et en fait, la subculture, c'est donc une culture plus niche qui va être en fait en dessous. Vous allez voir, elle n'est pas si petite que ça. Et en fait, il y en a beaucoup. Là, il y en a quelques-unes. Donc, vous avez les fitness talk, les baddies, tout ce qui va être les mums on TikTok, les skin talk. Voilà, je ne parle pas Klingon, mais je vais vous en montrer trois qui marchent très bien. La première, c'est tout ce qui est e-boy et e-girl. Donc là, on est plutôt sur une subculture très orientée fashion, dans un style qui est très, on va dire, noir et blanc ou sur des styles un tout petit peu gothiques. Donc, ça donne des collaborations en fait avec des marques de luxe comme la marque Céline ou des marques aussi de make-up. Et l'une des vidéos, par exemple, qui représente très bien le style e-boy, c'est celle-ci. Il n'y a pas de son. Ah. Là, c'est bon. Vous n'avez pas de son? En fait, je pense qu'il faut que tu augmentes ton son chez toi. Ah bah là, il a à fond dans mes oreilles. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, alors, attends. Bouge pas. Ça marchait tout à l'heure. Hein, donc... Ça marchait tout à l'heure? Ok. Bon, alors, attends, je vais recommencer. On va voir ce que ça donne. Là. On l'entend un petit peu. Ouais. Ok. Moi, je l'ai bien comme il faut. Ouais, donc, ça donne... on l'avait très, très bas. Je ne sais pas pourquoi. Ça donne donc ce style-là, voilà, un peu gothique, justement, et un peu aérien, j'ai envie de dire. Et ça correspond aussi, justement, au type de communauté qu'on voit sur la plateforme. Et je pense, en fait, que quand on voit aussi TikTok sous cet angle-là, sous la subculture, il y a certaines choses qu'on comprend et d'autres choses aussi qui vont devenir un peu plus évidentes. Histoire de vous donner quelques chiffres, quand même, juste la trend ou la culture e-girl ou e-boy, ça représente quand même 6,2 milliards de vues. Sur la plateforme, ce qui est quand même assez conséquent. Dans un autre style, vous avez ensuite les baddies. Donc, les baddies, ça va certainement parler à l'équipe d'énergie. Ça représente tout ce qui est un peu unapologétique, tout ce qui va être Cardi B, Nicki Minaj, tout ce côté un tout petit peu où on s'assume tel qu'on est et où on est tout à fait à l'aise aussi avec son corps, avec l'évolution, avec les codes. Et ça représente justement ce type de vidéo. Donc voilà, donc vous avez vu à la fin, il y a eu du Nicki Minaj. Ça, par exemple, ça pourrait intéresser aussi les marques de luxe, ou alors des marques comme L'Oréal ou les marques de beauté aussi. Donc on est vraiment sur un type de contenu comme ça, où vous en voyez qui sont représentés notamment par la trend actuelle où on utilise un filtre rouge ou alors le BuzzFeed Challenge qui continue d'exister encore sur la plateforme. On parle de plus d'1 milliard de vues sur la plateforme juste avec le hashtag baddies. Et enfin, le dernier qui est important aussi, que je trouve vraiment aussi important des Zillennials, comme disait Florian, c'est tout ce qui est skin talk. Souvenez-vous, quand on était tous adolescents, aucun d'entre nous ne pouvait dire fièrement j'ai des boutons et je trouve ça cool. En fait, maintenant sur TikTok, ça se fait. Et c'est important justement de revenir à cette notion d'authenticité, d'acceptation de soi. Et on a justement ce courant, donc Skin Talk, où on va parler de ces problèmes de peau, de ces boutons. Et c'est OK parce qu'on est tous passés par là et que c'est normal.
just because you're ugly. Ugly? You gotta be kidding me. Donc voilà, donc là, ça va intéresser des Advent, CeraVe, Ordinary ou Horace ou des marques comme ça. Mais c'est quand même incroyable quand on y pense en termes de phénomène, de pouvoir finalement, dans un monde justement où il existe d'autres plateformes où on peut, où on va lisser sa peau, où on va se montrer encore une fois son meilleur jour, bah là de dire en fait j'ai des boutons et c'est OK et je m'en occupe et ça va aller mieux. Donc rien que la question du skincare sur la plateforme, c'est 24 milliards de vues. Et ça fait justement partie de certaines de ces subcultures. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez tout ce qui va être ASMR, mental health, cleaning et encore d'autres thématiques. La façon pour les marques, en tout cas, de collaborer et justement d'utiliser cela, c'est à la fois d'apporter leur personnalité, leur valeur, de montrer en fait finalement qu'est-ce que nous, en tant que marque, nous avons envie de présenter ou de partager comme message et de voir en fait comment est-ce que cela matche avec ces subcultures. Parce que cette subculture, je pense qu'elle a aussi des moments où ça coïncide et où ça matche bien avec des marques. On parlait tout à l'heure de Ocean Spray, ça aussi c'est un très bon exemple, la notion de la cool vibes, la notion de la détente, de tout ce qui va être, on va dire, un peu plus chill, bah, ça correspond très bien à l'image de Ocean Spray qui du coup a surfé sur cette vague. Le CEO de la marque s'en a emparé, des journalistes, des célébrités ont fait la même chose. Mais vous avez aussi d'autres exemples. Donc, on vous parlait de Céline tout à l'heure avec les e-boys. Je parlais du Washington Post qui a fait en fait un mélange entre une subculture qui s'appelle les EduTok et justement leur ADN du Washington Post. Objectif, éduquer les TikTokers, faire comprendre l'actualité en 60 secondes. Là, par exemple, expliquer, montrer la différence entre les États où il y a eu des fraudes pendant les élections et les États où il n'y a pas eu de fraude. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une musique que tous les Américains connaissent quand ils sont petits pour réciter les États, et donc dans l'ordre alphabétique. Et à partir du moment où il ira d'un côté ou de l'autre, il montrera l'État dans lequel il y a eu des fraudes. Et donc, du coup, ça donne ça. Je vous évite le suspense, en fait, il n'ira jamais de l'autre côté. Mais ce qui était intéressant, c'était ça, c'était justement le fait que il va tous les dire et en fait, on va rester devant. Ça, par exemple, c'est un principe narratif intéressant parce que on reste devant pour se dire, bon, à un moment donné, il va bouger d'un côté, mais en fait, non, il ne bougera jamais de l'autre côté. Mais en tout cas, la blague et en tout cas, la méthode de communication est claire pour tous les Américains parce que la musique est familière, parce que on attend aussi qu'il se passe quelque chose et que le sujet est bien plus qu'important. Après, vous avez d'autres types de communication, notamment sur le gaming et tout ce qui va être gym et Ocean Spray dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond par exemple à tout ce qui va être skateboarding, qui est aussi une subculture sur la plateforme, ou alors tout ce qui va être fitness stock pour tous ceux qui aiment le fitness. Donc, c'est un peu tout ça ce qu'on voit sur la plateforme en termes de subculture. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour des raisons de temps, on ne va pas tous vous les montrer. Mais en tout cas, s'il y a un contenu qui vous intéresse, il y a une thématique qui vous plaît, il y a quelque chose que vous recherchez, il y a de fortes chances qu'il y ait des milliards de gens qui la regardent également sur TikTok. En tout cas, mettez-nous au défi. Ça existe forcément. Quelqu'un l'a forcément déjà fait sur TikTok, en tout cas. Merci Stéphane. J'en profite et on est ravis que tes slides soient en anglais. J'en profite pour maybe switch in English because Andrew just joined us during this meeting and we are very happy to welcome you, Andrew. Andrew is the founder of the BCMA International. He's based in London. And today the slides were in English, so it's perfect. But I guess you know to say some word. Maybe you can say some word in French. Oh, bonjour. Hello, Andrew. Bonjour, mes amis. No, it's fantastic to be here. Thank you. Sorry I was a bit late. Obviously, we're an hour behind and we have to do all the homeschooling. And so thank you. It's great to see so many of you guys and always a great pleasure. So look, I'm happy for you to carry on in French. I did study French at school, so I can pick up some of your fantastic discussion. So I'm very happy for you to go either way, guys.
Thank you very much, Andrew. And maybe this is an opportunity to say that the BCMA, we try to be as much as possible, and it go with the question that Jean Navo just asked about how could we internationalize the content that we produce I think it's a very important subject that we will try to tackle during the Branding Content Day that we will organize in France, and try to find as much as possible speakers from the BCMA all over the world, so they can share their experiences about how to develop an international strategy and to make sure that every content can resonate on different country. So thank you very much again, Andrew. Absolutely. Et puis Nathalie, je te laisse, pardon Anso, je te laisse continuer peut-être. Thank you very much, Lionel. Donc, surtout, n'hésitez pas, là, il nous reste 3-4 minutes, on va dire, le temps d'une dernière question ou d'un échange, si vous voulez en profiter avec nos 3 invités de talent aujourd'hui. Moi, je vais faire une petite remarque et une question indirecte, parce que je suis assez content d'abord en tant que, bien évidemment, vice-président de la BCMA, mais aussi en tant qu'agence. Il est vrai que le son a été un gros sujet pendant de nombreuses années sur les contenus qu'on produisait à destination des plateformes sociales, en disant que quasiment 80% des contenus étaient écoutés sans son. J'ai vraiment le sentiment que TikTok a fait exploser ce problème qui était quand même fondamentalement un problème, parce que créer des émotions sans musique, sans son, est-ce qu'aujourd'hui, bon, ça va être difficile pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui avez fait en sorte que désormais les réseaux sociaux sont écoutés avec le son on sans trop de problèmes. Il y a une double approche, et je pense que Stéphane, dans sa précédente vie professionnelle chez YouTube, et moi j'étais chez Tids, oui. On avait un vrai sujet pour les deux plateformes. Oui, exactement. En fait, au-delà du son qui peut être assimilé comme intrusif dans le cadre d'une publicité, notamment sur le mobile, je pense que c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on va plutôt parler de musique, et l'un des points qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès de la plateforme, c'est qu'on est en capacité, et certains annonceurs ont cette réflexion de produire des contenus musicaux ad hoc pour leur publicité. On a notamment des cas, et on pourra vous les partager, avec certaines musiques qui ont été pensées pour des publicités TikTok ou pour des challenges TikTok, qui aujourd'hui sont devenues des musiques écoutées sur les plateformes de streaming. Donc, au-delà du son publicitaire, je suis totalement aligné avec vous, c'est que c'est essentiel à mon sens pour accompagner le storytelling et la montée en puissance d'une publicité. Néanmoins, quand on a des contenus qui sont réfléchis pour une plateforme, et en l'occurrence TikTok, c'est une autre approche que d'avoir des musiques lambda qui vont être collées à un contenu publicitaire. L'autre point qui me semble essentiel, et c'est l'humilité est une valeur fondamentale chez TikTok. On a une proposition de valeur qui va vraiment être complémentaire. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on est meilleur qu'eux. Je veux insister là-dessus parce que c'est un point qui est essentiel. Et pour illustrer ce propos, on a notamment un hashtag challenge qui a très bien fonctionné en France. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est le hashtag qu'on a fait avec La Redoute. La Redoute était en recherche justement de digitaliser ses catalogues, d'avoir une communication auprès des plus jeunes. Et pour vous illustrer comment on les a accompagnés, au-delà d'être dans le paraître ou justement mettre en valeur des qualités esthétiques, on a challengé nos audiences sur de la créativité. Ça a hyper bien fonctionné. On a eu plus de 250 millions de vidéos vues. Il y a des milliers de contenus GC qui ont été produits. Et donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, cette brique, et vous l'aurez compris, autour du contenu et de la créativité, quand elle est authentique, va fonctionner. Pour répondre à votre point, en effet, quand on va dupliquer, ça sera ma conclusion, des assets pour d'autres plateformes qui ne sont pas sur les codes TikTok, ça fonctionnera moins. Donc, n'hésitez pas à nous connecter sur LinkedIn. On sera à disposition si vous avez des questions, si vous voulez pousser et vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé pour justement repenser vos stratégies organiques ou paid sur la plateforme. On a des outils propriétaires, on a des pôles d'expertise. Sachez également que l'accès à nos créateurs est totalement gracieux. On a lancé un software qui s'appelle la TikTok Creator Marketplace, justement pour vous sourcer, vous nourrir, vous accompagner dans vos stratégies avec nos créateurs. C'est un point qui est essentiel. Mais en tout cas, moi, j'étais ravi, Stéphane, je pense aussi, d'échanger avec vous. Et
Et on est à votre disposition pour prolonger les échanges avec grand plaisir. Merci Florian, merci Stéphane, c'était très enrichissant. Est-ce que Nicolas va avoir le mot de la fin? Non, j'étais ravi aussi. Et c'est vrai que sur le sujet de l'audio et de la création, TikTok amène quelque chose de nouveau. Et on le voit aussi, je pense que le sujet de l'audio a été un peu laissé de côté pendant un temps. Et quelque part, l'audio n'a pas fait sa vraie révolution digitale et est en train de la faire actuellement. Et je pense que voilà, tout ce qu'on voit sur les audiences qui progressent aussi sur la partie podcast et audio, ça nous laisse présager qu'on va imaginer de nouveaux modèles et beaucoup de choses en termes de création autour de ce format audio. Et du coup, voilà, qu'un TikTok, quelque part, y participe, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé parmi les premiers sur TikTok, parce qu'on y croit vraiment et on voit ce que ça apporte en termes d'engagement auprès des communautés. Et du coup, j'étais ravi de pouvoir partager avec Florian et Stéphane. Florian, on se connaît du coup d'il y a quasiment 10 ans où on bossait ensemble chez Amaury Media, donc c'est assez sympa de se retrouver. On a évolué, on a eu des parcours un peu différents, mais quelque part qui se sont pas mal digitalisés. Et du coup, voilà, c'est assez sympa de se retrouver ici grâce du coup à la BCMA. Parfait. Alors, peut-être un petit mot, Anso, je me permets. Si vous avez des questions, l'idée, bien évidemment, c'est de networker ensemble. On vient tous des horizons différents. Producteurs, réalisateurs, agences conseil, agences médias, régie, solutions, plateformes, etc. On espère réellement de vous rejoindre dans la vraie vie, si j'ose dire, même si celle-ci est la vraie vie. Nous avons Sabine qui nous a rejoint à la BCMA France, qui est là en permanence. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, des thèmes de prise de parole que vous vouliez soumettre, donc Sabine Loco qui est ici, vous pouvez la joindre à contact@bcma France, je crois. Non, on n'est pas encore là-dessus, on est contact BCMA Gmail, mais ça va arriver avec notre adresse. On est en train de résoudre un petit problème technique, mais on aura nos emails vraiment BCMA France. Et puis, n'hésitez pas, écrivez-lui, soumettez des thèmes. Vous savez qu'on organise des live sessions chaque mois. Donc, on sera heureux d'avoir vos propositions pour pouvoir continuer à développer ça et vous rencontrer physiquement dès qu'on le pourra. Et cette session est donc, comme je vous l'ai dit au début, enregistrée et sera donc diffusée et vous sera envoyée avec le lien pour que vous puissiez éventuellement revoir et réécouter nos prestigieux interlocuteurs de ce jour. Par une toute petite note encore, parce que je suis le trésorier. Alors forcément, on est une association loi 1901 vraiment passionnée. On n'est pas un club, ce n'est pas notre métier premier. Donc, Sabine, justement, est en train d'envoyer à tout le monde des petits emails d'adhésion pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je sais qu'avec Jean, on en a discuté là plusieurs fois. Voilà, on a essayé de faire des adhésions qui soient accessibles. Mais voilà, n'hésitez pas vous, pour ceux qui ne le seraient pas, d'adhérer, et puis de faire du bruit autour de vous. Ramenez-nous pour qu'on puisse avoir plein de belles manifestations et de beaux thèmes à partager tous ensemble. Voilà. Merci à tous. Passez une excellente journée. Lionel, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Désolé. Super. Merci en tout cas. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Thank you, guys. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.